Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, c'est fait, c'est acté. Nos impôts seront désormais prélevés à la source et ce dès 2019. Après quelques tergiversations, le gouvernement s'est finalement décidé. Modalités pratiques, conséquences pour les salariés et pour les chefs d'entreprise. Nous allons essayer d'y voir un peu plus clair, messieurs. Autour de cette table, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Bonjour. Bonjour Priscilla. Et Jean Tesson, chef d'entreprise. Vous êtes directement concerné par cette mesure, comme nous tous d'ailleurs. Oui. Alors, Joseph, qu'est-ce qui va se passer concrètement au 1er janvier 2019 ? Les deux grands changements, c'est que l'impôt sur le revenu va être collecté par l'employeur et non plus par l'État. Premier changement. Deuxième changement, c'est que le décalage d'un an n'existera plus. Côté positif, c'est effectivement qu'un certain nombre de situations seront prises en compte plus rapidement. Je perds mon emploi, je retrouve un emploi, je me marie, tout ça va être pris en compte beaucoup plus rapidement, en règle générale. Parce que c'est un petit toujours peu, les cas particuliers qui c'est un petit peu plus complexe. Ce système, il existe en Allemagne. Mais en Allemagne, quand ils l'ont mis en œuvre, la fiscalité était beaucoup plus simple. Nous, on a une fiscalité très compliquée. Et l'impôt ne se calcule pas juste avec le revenu et la composition du foyer. L'impôt, c'est aussi, par exemple, les dons que je peux faire. C'est si j'emploie des personnes à domicile parce que je suis âgé. Et là, ça devient beaucoup plus usine à gaz et ça pose un certain nombre de problèmes qui ne sont pas forcément faciles à résoudre. Mais là-dessus, je crois que Jean-Eudes peut nous en dire plus parce que c'est un spécialiste, en tout cas, de tout ce qui est travail à domicile. C'est pas faux. Oui, mais en tant que président de la COS, c'est votre autre casquette. Comme président de la COS, la Caisse nationale des URSSAF, qui est concernée, puisque nous avons des produits, des titres de services, le CESU, le chèque emploi-service universel, le TES pour les entreprises aujourd'hui de moins de 20, le CEA pour les associations, voilà. Et le page d'emploi pour les assistantes maternelles, par exemple. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à nous substituer à l'employeur, c'est-à-dire ce sont les URSSAF qui vont faire la collecte de l'impôt pour le reverser à l'État. Mais je vais être complètement dans le sens de ce qu'a dit Joseph sur ce qui s'est passé en Allemagne avec un système, une fiscalité relativement simple. Mais à l'origine, le prélèvement à la source devait être accompagné d'une réforme de la fiscalité. Chez nous, vous voulez dire. Chez nous. Ça n'a pas été le cas. Et ça aurait été trop simple. Oui, mais du coup, on se retrouve avec une réforme qui permet à l'État de ne plus consacrer de moyens au recouvrement, puisque c'est les entreprises. De faire des économies. Encore, c'est un peu bâtard, parce que Joseph a insisté sur le fait qu'il y a des tas de mesures, des exonérations, des avantages, enfin voilà, de défiscalisation, que l'entreprise n'a pas à prendre en compte, heureusement. Parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. C'est-à-dire que pour l'entreprise, on lui dit pour tel salarié, c'est un prélèvement de 15% par exemple, ou 5%. Tu l'appliques et on retient les 5% ou les 15% sur le salaire et on les reverse à l'État. Avec un bon logiciel, ça va se faire. Mais simplement, le logiciel, les logiciels de paie, ils ont dû être améliorés, prendre en compte tout cela. Mais les éditeurs de logiciels, en général, ont vendu la mise à jour aux entreprises. Ils ont commencé par payer. En gros, ça vous coûte de l'argent. Oui. Ce service que vous demande l'État, qui va, lui simplifier la vie et lui permettre d'économiser un petit peu de sous, vous, en tant que chef d'entreprise, ça vous coûte de l'argent. Mais on a échappé justement aux abattements, etc., puisque c'est l'État qui en fait son affaire en régularisant en fin d'année. Ou a priori. Ou a priori, par exemple, sur les emplois à domicile, je crois que les 50% de déduction, il y a un acompte qui va être payé en début d'année, les premiers mois, 30%, je crois. Dans un certain nombre de cas, il est prévu des acomptes, y compris, par exemple, pour les métiers comme les agriculteurs, pour les salariés en freelance. Donc on voit que cette simplification, que nous dit tout le monde simplifié, il y a une complexité qui naît derrière, et puis un risque, un certain nombre de risques. Le premier, c'est sur l'appréhension du pouvoir d'achat. Quand les gens vont avoir au mois de janvier une fiche de paye en baisse, ça risque de jouer sur la croissance, sur la consommation de façon... Ils vont se dire, je gagne moins d'argent, donc je vais consommer moins. Et donc je dépense moins. Et puis il y a quand même des cas... alors ce n'est pas la généralité, c'est une exception, mais quand on regarde la fraude à la TVA, par exemple,
C'est des entreprises qui fraudent la TVA. Vous imaginez que ces mêmes entreprises vont bien reverser tout ce qu'ils doivent à l'État? Et comment on va gérer les situations où des salariés de bonne foi, ils n'auront rien eu à faire, mais en fait l'entreprise n'aura pas reversé les impôts, aura disparu? Il y a un certain nombre, regardez chez les joyeux plombiers, alors, amis plombiers qui travaillaient correctement, excusez-moi, mais vous savez que vous avez une concurrence déloyale avec un certain nombre de sociétés qui ne se créent que 2 mois, 3 mois, qui sont des sociétés d'escrocs. Vous imaginez un instant que ces sociétés d'escrocs vont reverser cet impôt, et ça s'appelle un manque à gagner pour l'État. Oui, mais on a le même souci avec les cotisations, les cotisations sociales aujourd'hui, puisque l'entreprise, elle collecte d'une certaine façon la cotisation salariée, en plus de la cotisation patronale qu'elle verse. Simplement, si elle a des problèmes de trésorerie, elle peut être en retard de paiement pour ses cotisations patronales seulement, parce que si elle tarde à payer les cotisations salariales, et que ce n'est pas son argent, c'est celui du salarié, à ce moment-là, c'est du pénal. Oui. Non, mais c'est du pénal. D'accord. Hein, c'est-à-dire un défaut de paiement des cotisations salariales, normalement, c'est du pénal. Donc, c'est le PROC, c'est de la correctionnelle. Vraiment... Même s'il y a des tolérances, normalement, ça n'est pas possible. Eh bien, le statut de l'impôt collecté par l'entreprise sera le même que pour les cotisations salariales. C'est-à-dire si l'entreprise ne reversait pas immédiatement aux impôts, le chef d'entreprise, pas l'entreprise, serait passible de la correctionnelle. J'aimerais qu'on parle, on a parlé des conséquences au point de vue assez large, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu des taux. Vous parlez des taux. L'entreprise, vous, en tant que chef d'entreprise, a reçu, via les services des impôts, le taux d'imposition de chacun de vos salariés. Oui, et pour les nouveaux salariés, pour lesquels on ne reçoit rien, les nouveaux embauchés, un étudiant qui commence, voilà, on lui appliquera un taux neutre, qui est un taux qui correspond à un célibataire sans enfant payé au SMIC. Et ça, j'allais dire, ça tape fort. Un célibataire sans enfant en France, payé au SMIC. Hein. Oui, payé au SMIC, d'accord, mais quand même. Non, mais c'est... Et après, ces gens-là... Non, c'est pas payé au SMIC, c'est ne percevant aucun revenu, par ailleurs. D'accord. Donc il y a des taux neutres qui sont appliqués pour cette catégorie. Mais du coup, comment est-ce qu'on va ajuster ça après coup, quand on va se rendre compte que cette personne-là n'aurait pas dû payer autant d'impôts? Parce que le prélèvement à la source n'exonère pas d'une déclaration annuelle. Et à ce moment-là, l'État, le fisc recalcule l'impôt qui est dû, regarde ce qui a été versé et va appeler la différence ou rembourser. C'est crédit à l'État quand même, dans un certain temps. Ou l'inverse, selon les cas. Le taux neutre est un taux très élevé. Il n'est pas neutre comme ça. C'est un taux, on tape très fort et puis ensuite on vous rembourse peut-être. Oui. En fait, là-dessus... Ça n'est pas du tout rassurant quand même. Non, mais l'État là-dessus est un peu gagnant. Mais le risque, à mon sens, le plus grave, c'est celui dont on parle peut-être le moins, c'est la disparition de toute politique familiale. Oui. On est en train d'individualiser à l'extrême les choses. On met un processus en marche qui s'accélère en disant on ne considère plus que des individus et non plus la structure familiale. Plus un foyer. C'est-à-dire qu'on peut choisir au sein d'un foyer fiscal d'être individualisé dans son impôt. Là, on est en train d'accélérer les choses. Ça veut dire que derrière, le quotient familial qui a déjà été raboté, on va nous le faire disparaître. Et quand je dis ça, je lis notamment ce qu'écrit Terra Nova, qui est un groupe, j'appelle ça un cercle de réflexion, parce que j'essaie de parler français, mais eux... ils disaient un think tank. Voilà, eux ne parlant pas français, c'est peut-être pour ça qu'ils connaissent mal notre société. Oui, Terra Nova, c'est pas français. C'est exactement, en plus Terra Nova, c'est pas français. Qu'est-ce que Terra Nova dit? Il faut remettre à plat complètement la fiscalité. Le point de passage obligatoire pour le faire, c'est le prélèvement à la source. Et cette remise à plat de la fiscalité, c'est une fiscalité... personne par personne. La famille n'existe plus. L'individu dans toute sa splendeur. Oui. Je suis société individualiste. C'est vraiment d'accord avec Joseph, mais après, il peut y avoir quelque chose d'un peu pervers. Je vais prendre un exemple d'un couple. Monsieur va gagner, madame gagne 100 000 euros par mois, monsieur gagne 1 000 euros par mois. Le revenu du foyer fiscal, c'est 101 000 euros par mois, donc c'est une taxation avec un taux très élevé. Monsieur qui gagne ses 1 000 euros par mois, s'il ne fait rien, c'est-à-dire s'il ne choisit pas de distinction, si c'est le taux du couple qui s'applique, sur ces 1 000 euros, par exemple, il va être taxé à 45%. Donc on va lui verser 450 euros. Alors, ça oblige finalement un échange dans le couple, en vérité, pour dire, ben voilà, finalement on a un compte commun, donc on s'en fiche,
ou bien on a des comptes séparés, mais l'un supporte les charges du ménage plus que l'autre, mais celui qui revient finalement avec 450 € parce qu'il n'aura pas demandé des taux distinctifs pour monsieur et madame, il peut ne pas être... Oui, en tout cas, ça peut être générateur de problèmes dans le couple. Qu'est-ce que vous dites, Jean? Vous dites que quand il y a des grandes disparités de salaire dans un couple, il faut qu'il y ait des taux individualisés? Oui, mais c'est le contribuable, ou en l'occurrence le foyer fiscal, qui décide de différencier ou pas. Mais on peut très bien dire, dans le cas que je donne, si, on va dire, madame porte la culotte, elle dit à son mari, écoute, ça va être comme ça sera le même taux pour tous les deux, et toi, tu vas revenir chaque mois avec tes 450 €. C'est sympa l'ambiance au sein du foyer. Oui, enfin pas chez moi, mais... c'est un vrai souci. C'est un sujet, mais ça peut être un bon point de discussion, un bon point de départ pour une discussion, oui. Mais ça peut être aussi un vrai problème. C'est pas anodin pour la vie conjugale. Et pour la vie familiale. Parce que les problèmes d'argent en sont. Non seulement c'est pas anodin pour la vie conjugale, mais en plus ça va vers l'hyper-individualisme. Oui. Et ben là, ça c'est en marche. Vous voyez, quand on cherche l'expression, voilà, ça c'est en marche, l'hyper-individualisme et l'explosion de la famille. J'aimerais juste savoir si, en deux secondes chacun, si vous pensez quand même que ce système est plus juste ou pas. Pour moi, c'est plus juste dans la mesure où on paye l'impôt sur les revenus du moment. Et ça évite de devoir provisionner, si on risque le chômage, par exemple, ou une baisse de revenus, ou le passage à la retraite. En ce sens, c'est plus juste. Pour le reste, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Pour moi, c'est pas une question de justice, c'est une question d'efficacité. Je ne trouve pas que ce soit plus juste ou moins juste. La question est, est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace? Pour qui? Pour l'État? Pour la collectivité. Pour l'ensemble de la nation. Et donc je n'en sais rien aujourd'hui. On verra ça donc dans un an. Rendez-vous, messieurs, dans un an pour voir si effectivement le prélèvement à la source est une bonne ou une mauvaise chose. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine.